dans les questions du travail et de son devenir. Et donc, nous avons prévu une série de conférences, dont 3 sont programmées, les dates sont fixées, vous avez dû les recevoir dans le petit mail. Donc, nous commençons par celle de François Hubault, qui est un bonhomme, beaucoup d'entre vous, bien entendu, le connaissent. À la fois, il est fondateur d'Atémis, et d'autre part, un des directeurs, ou le directeur pas du DSS maintenant, mais du Master de Paris 1 en économie. Cette première conférence va donner le cadre de référence générale sur cette question de la confiance, ou le travail question de confiance. Et puis ensuite, nous aurons une série d'autres conférences au mois de... Alors, les dates, c'est... La prochaine, c'est toi, 6 mai. La prochaine, c'est les mois, effectivement, le 6 mai, sur la question des coopérations dans le travail. Et puis, d'autre part, le 15 juin, Christophe Dejour, qui vient de faire une conférence sur confiance, peur et suicide au travail. Donc là, les 3 premières sont programmées avant l'été. Et puis, nous avons, vous verrez, une série de conférences prévues aussi dès la rentrée du mois de septembre. Voilà, je ne vais pas être plus long, et je donne tout de suite la parole à François, de telle manière qu'on ait un moment important d'exposé et d'échange. Et puis, j'espère que ce moment sera à la fois intéressant, convivial et enrichissant pour chacun d'entre nous. Bien, merci. Bonsoir à tous. Encore une fois, on est très sensible à une présence aussi massive à cette conférence. On n'avait pas pris l'habitude d'autant de monde. Je pense que ça risque de nous poser à terme un problème, parce que je ne sais pas comment on va faire avec Christophe Dejour, qui normalement fait au moins 3 fois plus de monde que nous tous réunis, à part Guy de temps en temps qui a fait beaucoup plus que nous, mais enfin c'est rare, quoi. Donc on va avoir un problème de place. En tout cas, bon, comme disait Christian, je crois que Bercy sera libre. Donc je pense que le sujet explique quand même cette affluence. On va essayer donc de tenir le rythme sur toute la série de communications qui vont venir. Et pour ce qui me concerne, donc, mon propos aujourd'hui, c'est d'essayer de donner un peu le cadre de notre sujet et de donner ainsi les différents éléments qui seront déclinés au cours des séances ultérieures. Tu tiens le timing de façon à ce que je ne déborde pas, parce que je suis un peu logoréique parfois. Alors, pour commencer, sur deux slides, je voudrais proposer de mettre en perspective la façon dont la question de la confiance peut être posée. Tout d'abord, indiquer qu'il est classique d'opposer, on peut opposer la question de la confiance et la question de la liberté. Si on appelle confiance la capacité de s'appuyer sur ce qui nous pousse, autrement dit, sur ce d'où nous venons, sur ce que nous sommes, sur ce que notre expérience nous porte à penser, à faire, à vouloir. Il y a l'idée que la confiance, donc, c'est un adossement à sa propre histoire. Inversement à quoi, la liberté, c'est la capacité d'accueillir ce qui vient. Autrement dit, ce qui ne tire pas sa source dans ce qui est déjà, ni dans ce qu'on croit, ni dans ce qu'on attend, mais dans ce qui survient, dans ce qui surgit. Et ici, l'idée, c'est que la liberté, c'est donc une capacité de se laisser atteindre par ce à quoi on n'est pas préparé ou à quoi on n'était pas destiné. Il y a là l'idée, dans ce couple conceptuel entre confiance et liberté, l'idée qu'il y a une combinaison et une complémentarité, mais dans une tension, dont on retrouve l'expression dans l'ordre temporel autour des concepts d'extrapolation, qui renvoient bien à la confiance, comment de ce qui est projeté la perspective de ce qui peut être comme déclinaison d'un déjà là. Inversement, l'anticipation, c'est la capacité d'imaginer à partir de ce qui n'est pas, et donc c'est une capacité créatrice, symétrique, je dirais complémentaire, mais possiblement contradictoire. Donc dans ce couple-là, l'idée c'est de montrer que la question de la confiance et de la liberté se mettre dans un rapport qu'il s'agit donc d'élucider, d'approfondir. Si on décline ce couple-là, on va tomber sur la question de l'excès de confiance, qu'on peut mettre en rapport ce faisant avec une certaine intolérance à l'occasion, à ce qui survient. On voit bien comment dans l'excès de confiance, il y a à la fois
d'être trompé, mais de s'être trompé aussi, et donc d'avoir fait un crédit excessif à quelque chose qui s'appuie sur une expérience antérieure. Ça peut être l'écho des préjugés, bien entendu, des habitudes, de tout ce qui, encore une fois, peut enfermer dans une projection un peu déterministe. Et puis aussi l'idée que ça renvoie à cette notion d'une certaine insensibilité à ce qu'on laisse de côté. L'idée, c'est que forcément, la dimension de tolérance est toujours limitée à certains périmètres. On ne peut pas être tolérant à tout, faire confiance à tout, et donc il y a nécessairement l'idée d'une limite, d'une borne qui est mise, et à travers laquelle est posée la question de ce qu'on laisse dehors. C'est un peu la position de Lévinas qui disait que l'éthique, c'était la capacité de rester sensible à ce CEUX que par ailleurs on ne peut pas ne pas intégrer tous. On ne peut pas tous les hommes sont mes frères, certes, mais il y en a des plus proches que d'autres, c'est inévitable. Et donc il y a forcément des autres que je mets un peu plus loin que d'autres, et que dans cette façon de limiter des proches et des moins proches, il y a une forme de l'exclusion dont l'éthique, c'est de se savoir comptable de cette distance et non pas de considérer qu'elle règle les affaires. Et c'est aussi l'idée que l'intelligence, c'est forcément de limiter la possibilité de la compréhension, sinon, évidemment, tout est dans tout et inversement, et on ne s'en sort pas. Et donc, pour agir, il y a bien forcément l'idée d'une limite, et il y a donc, à partir de là, quelque chose qu'on laisse de côté. Alors, le ce, c'est CE, les choses. Et dans ce couplage, éthique et intelligence, il y a l'idée que dans l'action, il y a nécessairement l'idée d'une borne qu'on met. Il faut forcément dimensionner des grandeurs, comme dirait Schwartz, qui sont sans dimension au départ. Et dans cet dimensionnement, il y a une manière de la mise à distance, dont l'éthique et l'intelligence, c'est de savoir qu'elles sont un effet de décision, et donc toujours susceptibles d'être reprises si l'expérience les met en défaut. Tout ça nous amène à l'idée que pour s'aventurer, pour se lancer, il y a donc deux dimensions qui sont à articuler, que je viens donc d'exposer ici, et qui nous renvoient à ce point essentiel qu'on a déjà développé ici et ailleurs évidemment, à savoir que le réel ne se confond pas avec le réalisé, et que donc dans le réel, il s'agit de comprendre et de savoir reconnaître le potentiel, ce qui est disponible, ce qui attend, ce qui est virtuel aussi. Et ceci renvoie aussi à l'idée que l'histoire n'est pas uniquement la somme des réalisations, mais aussi la construction des attentes. Ceci, nous engage dans un certain rapport au territoire, on y reviendra, et dans ces trois façons, on a le cadrage des questions qui nous intéressent ici, à Athémis, et à travers Athémis en ergonomie, en économie, en sociologie, enfin toutes les dimensions qui sont mises en convergence, le rapport entre le temps, l'espace et l'activité. Il y a une deuxième manière de s'intéresser à la question de la confiance, c'est de la mettre en tension avec son antithèse relative, qui est l'assurance. On pourrait dire de l'assurance, c'est ce qu'on attend quand on sait. Donc c'est quelque chose qui est en rapport avec une certitude, une maîtrise. On est assuré quand on sait ce qui se passera, quand on sait les conséquences de ce qu'on fait, que ce soit en termes d'une sanction ou d'une récompense. L'assurance est l'expression d'un rapport à un monde maîtrisé ou maîtrisable. Inversement, la confiance, c'est ce qui est sollicité quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas, il faut faire confiance, il faut prendre le risque. Et de ce point de vue-là, c'est donc dans un rapport contraire à l'assurance. Et le point qui nous intéresse ici, c'est de souligner que plus une société est complexe, plus donc l'énonciation de ces formes possibles bute sur une incertitude fondamentale, plus donc les risques augmentent et plus elle sollicite la confiance. De sorte que la confiance participe d'un crédit de type symbolique qui est sollicité pour y aller quand même. C'est ce qu'il faut pouvoir mobiliser pour s'aventurer. Sous cet angle, la confiance est donc une ressource. Face à l'indétermination essentielle du monde, des relations avec les autres, que les autres soient des personnes, soient des choses, soit le monde lui-même, donc la confiance est cette dimension du crédit symbolique pour s'aventurer dans l'inconnu. C'est aussi la ressource par rapport à l'imprévisible, là c'est l'inconnu par rapport à ce qui peut surgir, et c'est donc une ressource qui est à
considérée en face de la reconnaissance d'une impossible maîtrise. Donc la confiance, c'est ce qui vient combler le fait qu'on ne maîtrise pas. Et enfin, sous cet angle-là, alors la confiance, c'est ce qui règle la relation entre solidarité et efficacité, ce qui règle le rapport entre consentement et contrainte, entre communauté et marché, donc entre des systèmes qui, se mettant en tension l'un à l'autre, justement organisent la zone d'indétermination relative, d'imprévisibilité et d'impossible maîtrise, qui ne peut être dépassée dans l'ordre de l'action que grâce à cette confiance. Ce faisant, nous croisons la compréhension que nous avons de l'activité de travail, qui vient d'une certaine manière reprendre ces notions, mais à son échelle. En l'occurrence, l'échelle d'une ergonomie ou d'une psychologie du travail, pour qui travailler, je rappelle ici, je le dis pour ceux qui m'ont jamais entendu et je le rappelle pour ceux qui m'ont souvent entendu, travailler, c'est deux choses combinées. Réaliser la tâche dans le monde réel, avec en tête que le réel, c'est ce qui échappe précisément à la maîtrise. Ici, l'idée qui nous intéresse, c'est que le travail participe plus d'une logique de la mission que d'une logique du projet, c'est-à-dire résonne plus dans le monde tel qu'il est, plutôt que comme dans le projet, dans le monde tel qu'on l'a dimensionné et arrêté, en laissant de côté justement ce qui sortirait du projet. Ça, c'est très important par rapport au métier de l'intervention. Et dans l'activité, ce qui est donc fondamental, c'est plus le crédit, cette question de la confiance, que le strict contrat dont il s'agirait de respecter la lettre. Ça, c'est la première dimension du travail, se réaliser dans le monde réel, et puis, c'est en même temps se réaliser dans l'espace subjectif. J'insiste là-dessus parce que on y reviendra en revenant sur certaines notions, mais j'insiste beaucoup, moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ergonomes aujourd'hui dans la salle. Cette question est au cœur des disputes internes à l'ergonomie. Et j'y suis très sensible parce que pour toute une partie de l'ergonomie, je dirais l'ergonomie dominante, le mainstream, ça n'est que le premier item qui est vrai. Le second n'est pas présent dans ce que l'ergonomie a à regarder. On s'intéresse en majorité dans l'ergonomie dominante qu'à l'hypothèse d'une activité qui ne déroge à la tâche que parce que le monde n'est pas comme il était prévu qu'il soit. Et on met de côté le fait que dans l'activité, il se réalise, je dirais, encore plus comme enjeu de se réaliser. C'est-à-dire c'est la dimension de la subjectivité dans l'activité qui est loin de faire consensus en ergonomie. Et si on met ces deux dimensions ensemble, on a évidemment d'abord la reprise de l'idée que travailler, c'est toujours l'expérience d'un risque, et que l'enjeu de la performance, c'est le réglage santé-efficacité, qui se joue sur une question de confiance, que je donnerai ainsi, c'est-à-dire la capacité de l'activité de rester fidèle à ce qui fait du bien. C'est l'enjeu de santé. Faire du bien, ce qui est sain, fait du bien à soi, aux autres, à l'entreprise, à la société, au monde. On imagine évidemment la difficulté étant de faire du bien à tout le monde. Mais c'est précisément ce réglage de la diversité des dimensions qui appellent du bien qui est au cœur du métier. Ce faisant, la confiance dépend de la capacité d'ancrage de la projection subjective dans la projection stratégique. Comment ce que l'entreprise projette, fait place, accueille, est compatible, reconnaît ou se refuse à la projection symbolique, c'est-à-dire à la projection subjective, c'est-à-dire précisément à l'occasion pour l'activité d'être le moyen de la réalisation de soi. C'est la question de l'accordement des registres, fondamentalement les registres de la culture et du fonctionnement, de la santé et de l'efficacité. On peut multiplier, d'une certaine manière à l'envi, les couples sur lesquels se construit cet ajustement, dont je répète que de mon point de vue, c'est ça qui est le cœur du dispositif ergonomique. Moyennant quoi, l'activité de travail, bien, ça demande de la confiance en soi, dans les autres, c'est l'enjeu de la coopération. Christian reviendra la prochaine fois sur ce thème-là. Dans l'outillage, dans la technique, la confiance dans l'outil, extrêmement importante, dimension qui aujourd'hui est extrêmement en péril
dans les organisations, où la confiance dans l'outil est vraiment problématique. Confiance dans la valeur de ce qu'on fait, aussi bien dans les effets immédiats, ici et maintenant, ou à ceux qui sont les destinataires, je dirais, repérés de l'activité, mais aussi ailleurs, demain, aux autres bénéficiaires, c'est la dimension des effets médias. Si on croise tout ça, on retrouve l'idée d'une fiabilité comme l'art d'être fiable ensemble. C'est un thème sur lequel Bernard Mélier viendra. Mais cette expression fiabilité, l'art d'être fiable ensemble, je l'ai reprise d'un auteur décédé aujourd'hui qui s'appelle Jean-Louis Rigal, qui était un professeur d'informatique à Dauphine, extrêmement brillant et inventif, et qui avait pointé cette question justement de la fiabilité comme une dimension qui bien sûr en partie est technique, mais dans toute une autre partie est de l'ordre justement des confiances, qui doivent s'établir non seulement des hommes envers les choses, mais des hommes entre eux, posant la question de la culture et de la santé. C'est aussi la confiance dans la capacité du dispositif d'évaluation. Là aussi, on y reviendra, et notamment Christian certainement, mais aussi Christophe Dejour, la capacité du dispositif d'évaluation de reconnaître la légitimité des questions qui sont nées de la confrontation en réel, dans et par l'activité. Ce point est absolument central dans le sentiment que les gens ont, que précisément ce qu'on reconnaît ne les reconnaît pas, ou bien ils ne se reconnaissent pas dans ce qu'on reconnaît d'eux. Et ce divorce-là est au cœur des enjeux de santé psychique du travail. Toute la question des risques psychosociaux prend en grande partie naissance dans cette tension-là, et jusque-y compris évidemment dans les formes les plus graves que ça peut prendre. Enfin, on se retrouve donc dans cette problématique de la coopération comprise, conçue comme la problématique de l'accord des volontés. Alors la question qui se pose par ailleurs, c'est comment le management se saisit de ces affaires, se saisit de cette question de la confiance, des coopérations et de l'activité. Alors, pour mettre cette question en scène, j'ai pris exprès la référence d'une théorie dominante dans le management. Il y a ici des gens très autorisés sur cette affaire. Je me suis servi pour ce commentaire d'un travail que j'avais fait avec Michel Fiol et que j'ai réactivé avec Fabien de Gueuzer, qui devait être là aujourd'hui, puis qui est dans les embouteillages et donc qui ne nous rejoindra probablement pas, et qui concerne ce qu'on appelle la théorie de l'agence, enfin ce qui s'appelle la théorie de l'agence. Théorie qui est née chez les économistes et qui a été reprise et abondamment, sollicitée chez les gestionnaires. Alors je ne vais pas me lancer dans une discussion pointue sur la théorie de l'agence, je vais simplement pointer, pour le coup, en quoi la théorie de l'agence est, par rapport à notre propos, dans l'exacte antithèse de notre affaire. Pour dire les choses en les résumant, la théorie de l'agence est une théorie de la méfiance. Donc est exactement à rebours de ce qui nous intéresse. Et ça situe un peu le spectre dans lequel il va falloir investir nos interrogations. La relation d'agence, au sens donc des auteurs Jensen et Meklin qui ont été donc à la source de ces affaires-là, la relation d'agence, c'est une relation entre un mandant, ce qu'on appelle un principal dans la théorie, et un mandataire qu'on appelle agent, et qui porte sur une délégation de la décision. Toute la réflexion de la théorie de l'agence consiste à montrer que les intérêts des contractants sont nécessairement divergents, ils sont posés comme inévitablement nécessairement divergents, que le contrat est par ailleurs nécessairement incomplet, et que l'agent est nécessairement opportuniste. Bref, l'agent est nécessairement quelqu'un qui n'a qu'une idée en tête, c'est de trahir le mandataire, qui est donc lui construit pour faire en sorte que cette trahison n'ait pas lieu, et donc pour développer les contrôles qu'il faut pour se laisser à distance du risque qui s'engage dans la relation. Donc c'est une relation qui est nécessairement construite sur la méfiance du mandant vers l'agent et qui se règle à travers un contrôle qui ne porte que sur le résultat. C'est une théorie des organisations, c'est une vraie théorie au sens où ça met en place tout un dispositif conceptuel très cohérent et qui repose sur une certaine représentation de l'entreprise. Alors j'insiste là-dessus parce qu'on reviendra dans beaucoup de nos développements sur une interrogation fondamentale qui est la question de la fin de l'entreprise
comme espace social tel qu'on l'a conçu. Et on voit bien ici que c'est exactement en scène. L'entreprise n'est qu'un nœud de contrat, c'est un marché sur lequel se règlent toutes les relations interindividuelles. En aucune manière, ça ne relève de l'idée d'une communauté. L'individu, ce faisant, n'a aucun engagement moral avec personne. Il ne cherche qu'à maximiser sa fonction d'utilité. Il n'y a aucun projet commun. Les incitations organisationnelles sont purement individuelles. L'organisation est un assemblage d'utilité et de vocation personnelle. Ce qui est intéressant à comprendre par rapport à notre affaire, et encore une fois, je dis ici de cette théorie des choses très simpliste, parce qu'encore une fois, mon propos n'est pas de rentrer dans le détail de cette théorie, mais c'est de pointer quelque chose. C'est que c'est une police des volontés. Donc l'idée, c'est d'obtenir des volontés qu'elles arrivent à s'entendre, et qui repose sur quelque chose qui en ergonomie est très important. Elle repose sur l'hypothèse que les gens sont capables. Donc d'une certaine manière, on peut dire que la théorie de l'agence fait confiance à la capacité. Elle postule la capacité des personnes. Et elle ne se cale que par rapport à l'hypothèse d'une mauvaise volonté. C'est-à-dire si les gens ne font pas, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas. Donc les gens sont supposés capables, mais par ailleurs, logiquement récalcitrants, pas volontaires. Le but de l'organisation, c'est d'obtenir des capacités qu'elle se livre dans une volonté. Mais jamais n'est mise en cause, jamais n'est mise en hypothèse que la capacité puisse être en défaut. C'est une théorie qui règle essentiellement la relation, je le disais, entre un mandataire et un mandant. Le mandant, appelé agent, c'est un manager. C'est un responsable. Il y a simplement, par extension du modèle, l'idée que cette catégorie de l'agent, dont il faut se méfier, traite au départ d'une méfiance qui s'adresse au responsable, lequel responsable lui-même est invité à reporter la même méfiance sur ses propres collaborateurs. Et ce faisant, il y a donc bien l'idée d'une entreprise construite d'une manière systématique sur des méfiances générales. Confiance donc dans la capacité des agents à faire ce qu'on leur demande s'ils y ont intérêt, qui s'adosse inversement sur une méfiance dans leur volonté à accepter ce qu'on leur demande, a fortiori à le faire comme il leur est demandé. Ce qui est important à souligner ici, c'est que cette théorie inspire absolument tous les enseignements de management dans le monde entier. C'est la référence. Donc tous les managers sont éduqués dans l'idée que c'est ça, je parle devant un grand prêtre de cet enseignement aux managers, c'est ça le socle fondamental. Bien entendu, ça ne dit pas que tous les managers se comportent dans le cadre que la théorie appelle, mais c'est ce qui fait référence, la norme managériale, ce qui constitue l'idéal organisationnel, est enseigné à travers cette théorie-là. Alors, le point qui nous importe, c'est de savoir comment ces affaires-là entrent encore en rapport. Alors, j'ai déjà indiqué tout à l'heure que pour l'ergonomie, l'affaire n'est pas plus simple. Il n'y a absolument aucune évidence, de mon point de vue, à dire que les ergonomes seraient complètement au clair avec cette question de la confiance. Je crois qu'il n'en est rien, et qu'à titre très majoritaire, l'ergonomie ne s'intéresse pas à ces affaires-là, parce qu'à titre très majoritaire, l'ergonomie standard est une ergonomie sans sujet. Elle ne traite que des fonctions physiques, biologiques, mentales, cognitives, que des fonctions. Il n'y a pas de sujet. Et donc, il n'y a pas de volonté qui soit mise en jeu dans l'activité. Le travail n'engage que des fonctions. Et sous cet angle-là, la seule objection que l'ergonomie est susceptible d'adresser au management, si on accepte pour l'instant cette convention selon laquelle le management se retrouve entier dans la théorie de l'agence que je viens de dire, la seule objection, c'est l'objection de la capacité. Autrement dit, on viendra dire à l'agent, ou en l'occurrence donc au grand chef, quel qu'il soit, que ce qu'il demande n'est pas en cause dans le registre de volonté contraire, il est en cause dans l'ordre d'un dimensionnement des moyens non adaptés aux capacités réelles que les ergonomes seraient plus à même de montrer, contradictoirement à un management qui en traiterait un peu rapidement. Et donc on est sur l'ordre des ajustements fonctionnels. Ce n'est pas rien. Mais encore une fois, du point de vue épistémologique, on ne sort pas
du cadre fondamental dans lequel résonne la théorie de l'agence. En aucune manière l'ergonomie n'est fait la objection quant au principal, si je puis dire. Elle fait objection à la marge dans l'ordre de la dimensionnement d'un moyen dont le principe n'est pas interrogé. Il faut une ergonomie de l'activité à qui je mets des guillemets parce qu'on n'a pas réglé l'affaire uniquement en s'appelant comme ça, et qu'il y a donc en réalité sous couvert d'une ergonomie de l'activité des vieux retours et des vieux relents d'une ergonomie qui restent sans sujet, mais ça je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que là on rentre dans des guerres microcollines, mais enfin quand même, du point de vue d'une ergonomie réellement de l'activité, la différence avec l'ergonomie de la tâche se joue sur la place du sujet. Dans une ergonomie de l'activité ne déroge à la tâche pas simplement par le seul fait que la prescription serait insuffisante, elle y déroge aussi par le fait qu'elle est extérieure, c'est-à-dire hétéronome. Donc on n'est pas simplement sur la question de l'hétérogénéité du monde qui échappe à la maîtrise, elle est au titre d'une hétéronomie qui renvoie au fait qu'il y a une stratégie d'opposition, de confrontation, voire d'affrontement entre des sujets et qui tourne le dos à toute hypothèse d'un modèle intégrateur dans lequel les dimensions pourraient s'ajuster fonctionnellement pour peu qu'elles s'écoutent les unes les autres, comme une ergonomie standard le vise. De sorte que, entre ergonomie et gestion, la question n'est pas si simple que ça. Elle se joue en partie. C'est le biais par lequel, évidemment, je propose qu'on les regarde. Ce n'est pas le seul. Ça n'épuise pas, bien entendu, la question. En partie par la question de la confiance et la place, le statut qu'on lui reconnaîtra. Ça se joue donc sur la place de la subjectivité dans l'activité. Si on revient sur cette définition de la subjectivité que j'avais présentée ici l'année dernière, qu'on a développée ailleurs dans des interventions diverses et des textes divers, la subjectivité est à comprendre comme la capacité d'être affecté par ce qui se passe. Autrement dit, la subjectivité, c'est à la fois une capacité et un risque, par le fait d'être vulnérable. Le concept de vulnérabilité, qui est un concept qui se promène depuis Ricoeur jusqu'à la psychodynamique, est au cœur de notre affaire. La subjectivité est la trace d'une vulnérabilité, c'est-à-dire de la capacité d'un sujet qui se sait incomplet, de se laisser atteindre par un monde, grâce à quoi à la fois il y trouve la puissance de s'y engager, mais aussi il y construit le risque d'y être dévasté, de se laisser envahir par un modèle retour. Dans un modèle de l'homme intégrable, qui est le modèle d'une ergonomie fonctionnaliste dont on retrouve la trace dans le rapport avec la question de la gestion autour de ce qu'on appelle la macroergonomics, qui est la version américaine donc de cette affaire. La reconnaissance, inévitablement, est un piège. Et la vulnérabilité, inévitablement, seulement un risque. Et on voit comment aujourd'hui, autour des questions de la reconnaissance, le piège se referme sur un individu qui, par les attentes mêmes qu'il adresse à un monde qui le reconnaisse, organise sa dépendance à ce monde-là. Il faut un modèle de l'homme opposable, qui est l'enjeu d'une ergonomie de l'activité, pour que la reconnaissance puisse fonctionner comme un levier et la vulnérabilité une valeur ou une richesse ou une qualité. Ce sont des choses évidemment sur lesquelles il faudra que nous revenions, les uns et les autres, dans nos différentes activités, mais je dresse là ici simplement la polarité entre lesquelles, de mon point de vue, se construit la question pour l'ergonomie. La place de la confiance, ce faisant, est en regard du degré de reconnaissance que l'on a de l'incertitude, c'est-à-dire du type de rapport au réel, et la reconnaissance que l'on a de la visée de la subjectivation dans l'activité, c'est-à-dire de la place de l'hétéronomie comme étant pas simplement l'expression d'un conflit d'intérêts, ce à quoi la théorie de l'agence est tout à fait prête à en convenir puisqu'elle est organisée sur cette idée-là. L'hétéronomie ne relève pas d'un conflit d'intérêts au sens direct, mais bien d'une différence de visée subjective, ce qui n'est pas la même chose.
Alors, dans une problématique gestionnaire qui évidemment valorise la notion de management de l'impossible, les figures héroïques du manager, qui est commis d'office, je dirais, dans un rapport de la maîtrise au monde. Il n'a plus le choix dans cette injonction que du déni du réel et d'une impossibilité de la confiance qui le mettrait ici à mal. Et on peut considérer que de ce point de vue-là, du taylorisme à la théorie de l'agence, postures théoriques qui ne sont pourtant pas les mêmes, il y a une constante qui est que la place du travail en tant qu'activité reste, je dirais, inaccessible. Il n'y a pas de place pour l'activité de travail comme telle dans ces approches-là. Alors la question qui est posée, c'est de savoir dans quelle mesure ceci participe d'une nature de la gestion, d'être par construction, j'allais dire par essence, impossible, enfin incapable d'accepter la notion d'activité de travail, ou est-ce que ceci participe de formes que la gestion prend et qui laisserait donc la possibilité que certaines autres formes à développer, ou qui certaines peuvent être embryonnaires, permettraient donc d'organiser cette relation autrement. Ce point est assez important parce qu'évidemment, ce n'est pas les mêmes options de recherche, de pratique qui sont derrière. Et si je pose cette option au sens littéral d'une option, c'est-à-dire il y a des choix à faire, c'est que très franchement, je ne sais pas arbitrer ça de manière radicale. Je vais simplement essayer de donner des éléments. Alors, tout ceci renvoie à des postures qu'on pourrait dire théoriques, c'est-à-dire à des modèles. Il n'y a que par ailleurs, ce à quoi on est confronté dans les situations d'aujourd'hui, dans les entreprises, dans les organisations, c'est qu'à travers la servicialisation de l'économie, donc tout ce qu'on retrouve autour de la notion d'économie matérielle, relationnelle, informationnelle, tout ce qui se développe, Athémis on y est très engagé, autour de l'économie de la fonctionnalité, toute cette dynamique-là fait apparaître qu'au cœur de l'activité, il y a la difficulté du réglage, du périmètre de l'engagement dans l'activité, et que c'est ce réglage qui fait métier. Que le cœur de l'activité concerne une confrontation au réel en tant que fondamentale indétermination. Que, d'une certaine manière, les questions de la santé se posent en conséquence de ça. Ce à quoi les ergonomes, les psychologues, les médecins aujourd'hui s'accordent, c'est à dire que l'indéfinition économique du travail par rapport à la façon dont il crée de la valeur, tout autant que l'indéfinition organisationnelle du travail, c'est-à-dire la façon dont il est censé devoir se dérouler pour que ça crée de la valeur, ces indéfinitions sont des facteurs de recharge. Et que donc il y a un lien fort entre l'indéfinition économique et organisationnelle et les dimensions de la charge. De sorte que c'est dans l'ordre de l'engagement subjectif que se joue la capacité sur ce réglage justement, et que la confiance y est une dimension essentielle. Cette économie réelle sollicite de plus en plus directement, explicitement, la subjectivité. Certains auteurs, Yves Clos par exemple, parlent de réquisition de la subjectivité, de prescription de la subjectivité. La coopération est également requise, sollicitée, elle est presque prescrite. L'intercompréhension, et on peut dire que toute la thématique du corps revient en force dans les organisations aujourd'hui. Du corps, c'est-à-dire d'un sujet. Car le corps, évidemment, n'est pas simplement réductible aux dimensions fonctionnelles qu'il met en œuvre. Moyennant quoi la confiance devient une question de stratégie. D'abord, c'est le ressort de l'autorité. Alors aujourd'hui, je pense que Christophe y reviendra, mais aussi Christian, parce que c'est au cœur des questions de la coopération, notamment verticale. Mais inversement, c'est bien sous les déficits d'autorité que se jouent les sinistres subjectifs dont on parlera. La confiance est un ressort de l'autorité. Il n'y a pas de confiance sans présence, c'est-à-dire que la confiance est une politique des corps.
La confiance est un rapport au territoire, il faut être là. C'est un rapport au temps, il faut être là où et quand les choses se passent. Et c'est un rapport aux autres et à soi. C'est la capacité donc de se fier. Question de la foi qu'on a dans les autres et en soi. Il n'y a pas de confiance sans présence. Ce point est essentiel parce que, justement, dans les organisations, c'est ce déficit de la présence qui est communément souligné comme une des dimensions fondamentales des tensions. Enfin, la confiance est une ressource immatérielle, c'est-à-dire qu'elle a la caractéristique de ces dimensions immatérielles, c'est qu'elles peuvent se développer dans l'usage. Les ressources immatérielles sont les seules ressources qui, à la différence des ressources matérielles, ne peuvent que se dégrader dans l'usage puisqu'on les consomme et qu'elles sont empruntées à un stock fini. Les ressources immatérielles peuvent se développer dans l'usage. La compétence, la santé, la confiance, ces avatars que peuvent être la réputation, la renommée, sont des dimensions immatérielles qui peuvent se développer dans l'usage. Autrement dit, ce sont des enjeux d'investissement immatériel. La difficulté, c'est que ce sont des grandeurs sans dimension, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à ça. Elles ont posent beaucoup de difficultés d'évaluation. Pourtant, il faut bien les dimensionner pour les gérer. Et que par ailleurs, il y a une paradoxe ou une particularité qu'il faut souligner, c'est qu'à la fois elles se construisent dans la continuité et qu'en même temps elles s'augmentent ou se perdent par rupture, c'est-à-dire brutalement. Il y a des pertes de confiance, il y a des gains de confiance et en même temps c'est dans la continuité de la relation. Il y a là quelque chose qui, du point de vue du rapport au temps, est assez paradoxal et qui pose alors du point de vue gestionnaire une vraie difficulté, c'est que ce sont des investissements qu'on ne peut pas amortir parce qu'ils ne se dégradent ni ne s'augmentent pas par fraction constante dans le temps, ce que la fonction de l'amortissement est chargée précisément financer. Comme c'est par rupture que ça se fait, c'est au sens littéral inamortissable, donc ça pose conceptuellement et techniquement un vrai problème de gestion. C'est à cela que la notion de patrimoine essaye de répondre, ce sur quoi Christian reviendra ultérieurement. Avant-dernière slide, je vous dis ça pour vous rassurer quant au fait que donc il va faire plus frais dans un moment. La question qui se pose, c'est de savoir quand on parle de crise de confiance, ce qui est assez banal aujourd'hui, finalement, c'est crise de quoi ? On peut dire que la crise de confiance, c'est donc ce qui se passe quand on ne sait plus croire, quand on ne sait plus se fier. Je pense que d'abord, c'est aujourd'hui, on ne sait plus se fier aux chiffres, aux traces, aux mots, à toutes ces façons qui relatent le travail. On pourrait dire d'une manière générique au reporting. Toutes les manières qui sont censées rapporter le travail, théoriquement sur un mode fidèle à sa nature, et en quel précisément on ne croit plus, auquel on ne sait plus se fier. Alors ça, c'est une vraie difficulté parce qu'il n'y a pas de possibilité de s'entendre si les mots qu'on emploie pour se parler ne sont plus crus. Si les références auxquelles on fait appel pour en juger ne sont plus valides. Il y a également une crise de confiance dans les moyens, dans les objets, dans les machines, dans les dispositifs qui organisent le travail. On pourrait dire que le monde technique est atteint et entamé par les modalités de cette théorie dont je parlais, qui au départ est fondamentalement dans le registre de la gestion, qui commence à attaquer la technique, c'est-à-dire on bricole, on ne va pas au bout. Des objets ne sont pas validés, on met en place des systèmes qui ne sont pas stabilisés, qui n'ont pas été réellement resetés, comme on dit. On reste dans une espèce de stratégie de l'essai. C'est le client qui essaie les choses. C'est à lui qu'on laisse
la fonction de terminer, de valider les objets. Et on a, ce faisant, des entreprises dans lesquelles les techniciens sont censés faire croire aux clients que ça doit marcher, qui savent très bien que ça ne marche pas, et qui sont censés donc récupérer le fait que ça ne marche pas dans un désordre absolu qui repose fondamentalement sur l'absence de confiance possible dans les objets dont ils sont comptables. Enfin, crise de confiance, impossibilité ou difficulté grandissante de se fier aux autres, avec qui ou pour qui on travaille. Alors ce point est évidemment particulièrement développé et ce sera évidemment repris par Christophe Dejour sous un mode très particulier qui concerne le problème que pose la prolifération des évaluations individuelles du travail dans des organisations dont la performance repose au contraire sur la capacité collective. Et donc la conséquence de cela, dit-il, et nous aussi, peut-être de manière moins polémique que lui parfois, mais quant au fond d'accord, le risque qui s'organise là, que ces modalités d'évaluation ruinent les coopérations dans le mouvement même où elles voudraient s'établir. Et que cette organisation de la trahison, du mensonge, de la capture par l'individu des dynamiques qui doivent aux autres, organise évidemment les tensions entre les personnes. Et au final construit les isolements et les solitudes. Crise de confiance aussi quand ce qui arrive déçoit ou trahit ce qu'on espère. Et là, je fais allusion évidemment à ce qu'on peut appeler la psychiatrisation des tensions sociales, c'est-à-dire des gens qui sont de plus en plus sommés de résoudre à leur propre échelle individuelle des tensions qui ne trouvent plus le refuge dans des normes, dans des repères sociaux qui serviraient d'arbitre et de référence. Cette intimisation des tensions sociales est en soi un effet pathogène. Inversement, les tensions intimes n'arrivent plus à se socialiser, à s'extérioriser dans des collectifs qui sont minés. Le troisième point, la confiance est rompue lorsque les engagements se retournent contre soi. Je parlais tout à l'heure d'une vulnérabilité qui est à la fois la source de la capacité, mais le risque attaché à cette source. Et évidemment, aujourd'hui, on voit bien comment, dans un certain nombre de cas, le sentiment de la trahison est très fort dans les engagements des personnes. Enfin, d'une manière peut-être plus générale, l'idée c'est que la confiance se perd quand on n'arrive plus à relier, à tenir ensemble des registres que toute l'organisation justement délie, sépare. Santé et solidarité, stratégie et développement. Quand la difficulté grandit de se sentir pour quelque chose dans la manière dont les choses peuvent tenir ensemble, ce qui est exactement la définition d'une pathologie. Sur cette base, comment peut-on inversement projeter la possibilité donc d'une refondation de la confiance ou d'une reprise de la confiance? Regardez ici comme un enjeu donc de sortie de crise. Je ne vais évidemment pas épuiser le sujet ici, je dresse simplement des grands axes qui me semblent être porteurs de développement. D'abord, prendre appui sur le fait qu'il y a de plus en plus de symptômes partagés, c'est-à-dire on pourrait dire une communauté des consciences ou des pensées sur le fait qu'il y a des choses qui ne passent plus. Ça passe, notamment, ça se voit à travers la prolifération véritablement galopante aujourd'hui des mesures d'assurance qui justement se développent en proportion même qu'on ne contrôle pas. On développe le moyen de faire comme si on pouvait contrôler. C'est-à-dire que les assurances se développent. On a une inflation de procédures, de règlements, de lois, d'injonctions impératives qui se développent d'autant plus que, en fait, elles viennent couvrir une maîtrise de plus en plus défaillante, d'où le fossé de plus en plus grand. Et puis il y a quand même des alarmes de plus en plus fortes. Les violences au travail, les risques psychosociaux, les suicides, je ne vais pas m'étendre là-dessus, socialement, ces événements sont passés dans la communauté sociale comme des signes. Je dirais de l'insupportable, de l'insoutenable, même si malheureusement ça continue d'exister. Et puis il y a aussi les signes inverses, enfin pas inverses, dans un autre registre.
plus prosaïque. Et je pense que de ce point de vue-là, ce qui est arrivé autour de Toyota et de quelques autres est quand même intéressant parce qu'on est là sur des entreprises qui ont fait toute leur réputation sur l'assurance, justement, d'une qualité totale maîtrisée et qui font l'expérience que, justement, une qualité totale qui peut être au mieux qu'un idéal ne peut pas être une norme sur laquelle on s'engage. Et qu'il y a un moment donné, précisément dans cet écart, une espèce de retour de réel qui se fait et qui fait crise radicale. Crise d'autant plus que les volumes que ça concerne sont énormes et que la blessure symbolique est elle-même extrêmement puissante. Je pense qu'il y a là des effets de levier par rapport à ce qui nous intéresse. Ce à quoi nous sommes invités, évidemment, c'est donc à faire retour au réel comme repère sur lequel fonder l'activité. Ce que j'appellerais ici donc sortir de la bulle étant précisément comme ce qui a éclaté dans une expérience du réel qui à un moment donné a réussi à se faire entendre malgré tout, mais en insistant sur le fait que la dimension du réel, c'est la conflictualité. Et qu'il y a aujourd'hui, on le voit bien, une tendance qui peut se remettre en mouvement, qui tout en même temps qu'elle reconnaît au réel des dimensions qui ont échappé à la prévision, cherche à la capter dans une conception élargie de la possibilité de programmer, et qui à nouveau repousse la conflictualité hors champ. Le point sur lequel je voudrais terminer se relève finalement d'un programme, à la fois scientifique, professionnel, politique, et qui est l'enjeu finalement de l'institutionnalisation, c'est-à-dire de la recherche des dispositifs institutionnels dans lesquels les questions que nous évoquons ont besoin de se placer pour être traitées et pour qu'elles deviennent opérables. On voit aujourd'hui se développer autour des accords de méthode, autour de certaines pratiques qu'on essaye de mettre en place dans les entretiens d'évaluation, dans les entretiens tout court, une recherche de modalités institutionnelles qui redonnent la possibilité d'une référence, de repères, qui permettent aux individus d'échapper à l'injonction d'être une espèce d'instance à eux-mêmes dans lesquelles ils ne peuvent pas se sortir. Il y a donc une institutionnalisation, je dirais, qui se met en place, une recherche de dimensionnement des dispositifs d'écoute, d'échange et de parole. Le deuxième point, c'est que ceux-ci ne peuvent se faire que dans un certain rapport au territoire. Et le point ici qu'on veut dire, je dis un « on » parce que je ne parle pas ici que de ma chaise, comme dit, c'est que ça a à voir avec l'idée que dans ces affaires-là, on ne peut pas raisonner dans le seul périmètre de l'entreprise. À la fois, c'est un enjeu, je disais tout à l'heure, de dispositifs politiques, mais ceci, c'est un enjeu de dispositifs territoriaux. Plus l'activité précisément s'organise dans l'espace du service, plus la dimension du territoire y est sensible. Donc il y a la question du lien à faire avec l'espace, le territoire. Et puis peut-être, enfin, c'est une note qui permet de sortir de l'espace trop clos que serait l'ergonomie ici, rechercher une mise en résonance plus systématique entre ce qui, sur ces questions, est développé à travers les dispositifs scientifiques, l'ergonomie, et puis tout ce qui se met en scène aujourd'hui d'une manière extrêmement riche, et chacun peut y être sensible, parce que véritablement, c'est dans un nombre qui est surprenant par rapport à ce qui se passait il y a quelques années, ce qui se développe dans la littérature, dans le théâtre, dans le cinéma, sur la façon dont les questions du travail reviennent à travers, justement, la manière dont les questions de la santé s'y trouvent exposées. Il y a ici Marianne Dujarrier qui a participé à la série là, sur les... Comment ça s'appelait déjà? Rappelle-moi. Ça fait rien, mais... Pardon? La mise à mort du travail, oui. Mais quelle que soit la qualité du titre, c'est quand même celui qu'on a connu. Et donc c'est pour ça que je saisis l'occasion d'en parler. Autrement dit, il y a une prolifération dans les façons dont la question que j'ai essayé de vous présenter se développe aujourd'hui. Je vous remercie. Bien, merci François de cet exposé extrêmement riche et précis qui
d'autre part, termine sur un programme. Moi, j'adore les choses qui terminent sur des programmes, à la fois de réflexion et d'action. Donc, on est, de ce point de vue-là, invité non seulement à réfléchir sur l'importance de la question de la confiance, de ses ressorts, et de voir ensemble comment nous pouvons faire de la confiance une ressource pour affronter la crise, voire trouver des leviers de sortie de crise. Alors, c'est le moment maintenant des échanges. Donc, mon rôle est de vous inviter à réagir, à donner votre, comme ça, à la fois votre sentiment, à poser des questions, pas forcément poser des questions, aussi donner un point de vue. Pas simplement un jeu de discussion avec François, mais une discussion entre nous. Voilà, sentez-vous libre de prendre la parole. On a un bon moment devant nous, puisque tu as été extrêmement scrupuleux sur le temps. Bravo. C'est l'essentiel de ce que j'ai respecté. Voilà. Très bien respecté. Ça, tu comprends pas. Alors, la parole est de votre côté. On peut ouvrir. Tout à l'heure, on t'entendait mal, donc j'ai fermé les fenêtres pour t'entendre un peu mieux au fond de la salle. Ah, pardon. Ce serait dommage, alors refaire. Il y a du vin tout à l'heure. Bon. Ouais. Je vous en prie. Bonjour. Donc, Alors, on parle un tout petit peu plus fort, parce que malheureusement, les voix portent pas. Et par ailleurs, présentez-vous, puisque tout le monde ne connaît pas tout le monde. donc Benoît Falk, je suis directeur régional de BPI, qui est une société de conseil en ressources humaines. Et donc, je travaille sur la zone océan Indien, qui a une particularité culturelle forte. Et je me demandais comment, par rapport à ce que vous dites qui m'a beaucoup intéressé, comment on peut relier ce que nous on utilise assez souvent, qui est la théorie de MacGregor, XY, donc sur le sujet précisément et sa capacité à voir, à considérer qu'il peut faire confiance et que ça génère la confiance, ou d'autres sujets qui considèrent que en générant des comportements de méfiance, ils se déclinent. Comment on peut relier cet aspect à votre exposé? Est-ce que déjà vous-même Je connais un peu ces histoires-là, notamment par votre frère, puisqu'il en est un manipulateur aussi, les théories de gestion. Donc Laurent Falk, qui était juste à côté, qui est professeur de comment tu diras ça, de management, enfin de... Voilà. C'est ambigu. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est pas sûr que ça s'enseigne. D'ailleurs, ils le disent tous, que ça s'enseigne pas. Non, donc je connais effectivement la théorie en question, mais moins bien, donc je veux dire ça, comme je connais moins bien que le professeur Etier ici. Moi, ce que je peux en dire, c'est simplement que le problème qu'on a, c'est qu'on est, dans le domaine de la gestion, soit dans une psychologisation des postures, c'est-à-dire qu'on a un sujet sans activité, soit on a des gens qui ont des activités, mais qui ne sont pas des sujets, c'est-à-dire qui ont des fonctions. Et on a beaucoup de mal à trouver embarqué en même temps quelqu'un qui est un sujet et quelqu'un dont l'activité de sujet, c'est de travailler. Et que cette rencontre-là, c'est l'absence, soit dans les théories de gestion, mais ça peut être aussi des absences dans d'autres théories psychosociologiques, par exemple. Et que l'enjeu pour nous, des disciplines, que ce soit l'ergonomie, et encore une fois, je le répète, pas n'importe laquelle, certaines ergonomies, certaines psychologies aussi, puisque dans beaucoup de psychologie, par exemple, le manager n'est pas une figure fréquentable par le psychologue. Donc il y a là toute une diversité dans les disciplines qui fait que on a beaucoup de mal à organiser la rencontre de ces questions-là où l'ensemble des dimensions se retrouvent ensemble. Je pense que ça définit un contexte ou un périmètre de Carrefour assez limité, je dirais d'une certaine ergonomie, d'une certaine psychologie du travail, de la psychodynamique quand elle se déplace du côté de l'activité, par exemple, des dirigeants en tant qu'activité de travail aussi, et que sous ces réserves-là, alors on a bien des gens qu'on prend à la fois comme des sujets et comme des sujets qui travaillent bien, j'allais dire, qu'étant des managers, si vous voyez ce que je veux dire. Et que je ne crois pas que la théorie, donc MacGregor en question, réponde à cette totalité des dimensions qui me semblent nécessaires pour pouvoir aborder les questions dont je parle ici. Je ne sais pas si cette réponse vous satisfait. Mais je pense, mais de mon point de vue, on est là sur quelque chose qui bouge, parce que précisément,
ces rencontres peuvent se faire, mais je ne sache pas que dans la théorie de MacGregor en l'occurrence, on ait affaire à quelqu'un dont l'activité de travail participe de la façon dont il est un sujet. Je vous en prie. Fabienne Picon, je suis conseillère prud'homme à l'encadrement à Nanterre. Et en fait, quand vous parlez du crédit qui est supérieur au contrat, ça m'a évoqué la question de la bonne foi, puisque dans les contrats, il y a un élément essentiel qui est la bonne foi des parties. Avec toute la problématique qu'on a, nous, en tant que juges, c'est d'évaluer cette bonne foi, puisque là, on est quand même dans la subjectivité. Et quand vous avez parlé toujours dans la subjectivité et la vulnérabilité, on a beaucoup d'affaires qui arrivent pour insuffisance professionnelle. Et là, c'est toujours aussi difficile, juridique, mais peu importe. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'on pourrait pratiquement virer tous les cadres pour insuffisance professionnelle. Non, mais pratiquement, hein, parce que... Ah oui, ils sont dimensionnés sur l'hypothèse d'une maîtrise qui n'en par définition pas. Donc oui, ils sont toujours... Ah oui, ça c'est très clair. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Et donc c'est vrai que voilà, moi j'ai relayé ce que vous avez dit à ce que je connais, ce que j'expérimente par rapport à ces questions sur lesquelles on bute en tant que juge d'évaluer cette subjectivité. Puisque bon, quand on arrive au prud'homme, on est dans la situation d'échec, hein, bien sûr. Ça s'appelle pas forcément une réponse, mais deux choses quand même, pour moi. Oui, dans la mesure où une certaine tendance de l'organisation, c'est de postuler que le cadre a la maîtrise du monde et qu'il est convoqué dans la position de toute puissance, il est toujours en échec. Donc son problème, c'est de maquiller l'échec comme il peut, et incidemment, une des modalités, c'est le déni pour les autres. Ça, je crois que c'est au cœur de la psychopathologie de cette activité. L'autre problème, inversement, c'est que la difficulté, alors, entre les deux points, je voudrais dire que la question du rapport entre nos disciplines et le droit est une question majeure. Majeure parce que, embryonnaire, on découvre, enfin on se cherche, on a du mal, mais je suis complètement convaincu, je ne suis pas tout seul, que c'est un des grands défis théoriques dans nos disciplines, que la question du droit. Mais un des points sur lesquels on bute, alors en tant qu'ergonome en l'occurrence, c'est que c'est pas simplement le problème du droit, c'est le problème de la justice, ce qui n'est pas exactement pareil. Parce que la difficulté qu'on a dans les procès, par exemple, où on peut être sollicité, ou dans les expertises, c'est d'acheminer notre propos vers une obligation que le juge fait de trouver un responsable. C'est-à-dire qu'il y a un problème de l'imputation de la faute. Or, on est plus, nous, dans des problèmes où, sauf cas d'espèce, bien entendu, c'est moins en termes d'une responsabilité des personnes que d'un problème de système ou d'une question d'organisation qui ne répond pas à la question du juge, qui a besoin, on a eu ce problème des tas de fois, qui a besoin de désigner dans quelle mesure y a-t-il la faute de quelqu'un, alors qu'on est moins, selon nous, dans beaucoup de cas, sous l'angle d'une faute de quelqu'un que d'une violence d'un système. Et c'est quelque chose sur quoi on a besoin de progresser dans l'intercompréhension avec, je le comprends bien, des responsabilités pratiques que le juge a, qu'il faut qu'il rende la justice d'une manière qui dise s'il y a faute ou pas. Et que les plaignants ne supportent pas l'idée que c'est le monde comme il va. Ça va pas. Alors ceci dit, la question de la responsabilité, inversement, je peux en convenir aussi, dans nos affaires, on a tendance à baisser un peu la garde, c'est-à-dire qu'on est un peu sollicité de nous à rechercher dans les problèmes qui se posent, de fait, moins la responsabilité d'un dirigeant qu'un effet de situation dans laquelle il est. Justement pour faire parler la question du travail. Reste que quand même, on ne peut pas évacuer le fait que quand quelqu'un prend une décision, il s'y engage subjectivement et que ça relève de quelque chose qui devrait être dit comme tel. Et qu'il y a des choses qui relèvent de ce qu'on ne peut pas accepter. Il faut que nous soyons aussi, dans nos disciplines, capables de dire ça. Et dans un certain nombre de cas de figure, on pourrait avoir une tendance, nous, à devenir un peu fonctionnaliste, pour le coup. Et à tout expliquer en termes de « c'est la logique de la situation ».
Voilà, autrement dit, je me mets dans les deux cas de figure. D'un côté, dans la position d'un reproche possible vers le juriste à qui je dis, attendez, c'est pas en termes de responsabilité que ça se pose. Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas complètement fermer cette voie-là de l'autre côté. Au fond, il y a une contradiction, on ne peut pas être, enfin, comment dire, en quoi elle s'incarne cette confiance, en quoi elle peut s'investir. Si cette question-là n'est pas reliée aux finalités du travail, donc à quoi sert ce qu'on fait, je ne vois pas comment on peut la résoudre. Moi, je ne travaille pas, je travaille avec une équipe de 9 personnes, on s'entend bien, etc., mais parce que je mets tout sur la table. Mais en mettant tout sur la table, je sais bien, je subvertis complètement les règles du système, c'est-à-dire que je redis tout, y compris les choses qui ne sont pas agréables. Et je subvertis les choses. Si je devais me conformer à ce qu'est la charte de management publiée par la collectivité, etc., à un moment donné, je rends fou tout le monde. Donc voilà, il y a quand même cette question-là, si on la retire des questions de finalité, ça devient très compliqué à gérer. Alors, vas-y, je t'en prie, après je redonnerai la parole à François, puis on reviendra sur une série de questions-remarques. Vas-y, je t'en prie. Bon, de toute façon, je ne vais pas répondre. T'as envie de réagir, t'as peut-être envie de réagir, moi j'ai envie de dire. Laurent Belleghem, ergonome à Omnia. J'avais eu, dans le cadre d'un séminaire l'année dernière, à traiter de la confiance, notamment dans les relations de prescription dans le travail. Et plus particulièrement sur une intervention que j'avais réalisée sur les coursiers et la manière dont la relation de confiance pouvait se construire entre les dispatchers et les coursiers. Et je m'étais aperçu, lorsque j'avais préparé ce topo, que la confiance ne se réalisait pas dans un seul sens, comme ça a beaucoup été évoqué ici, c'est-à-dire dans l'idée de faire confiance. En gros, ça veut dire se fier, comme l'a dit François, se fier pour confier, se fier à quelqu'un pour lui confier des tâches, par exemple, dans la relation de prescription. Mais il y a aussi un autre sens qui est de gagner la confiance. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire confiance, il s'agit aussi de gagner la confiance. Et ça, c'est dans l'autre sens. Et gagner la confiance, c'est plus simplement se fier, c'est aussi se confier. C'est-à-dire être en capacité de pouvoir à un moment se confier à quelqu'un. Et dans une relation de prescription qui est une relation asymétrique, je donne des ordres, on va dire, et un subordonné, il faut aussi que l'un et l'autre puissent à la fois se fier à l'autre, pouvoir lui confier soit ce qui lui arrive pour le coursier, soit des tâches pour le dispatcher, mais aussi savoir se confier. Et je suis assez d'accord avec l'idée d'Olivier lorsqu'il disait qu'il y avait des mécanismes qui brisaient la confiance, dans la mesure où là, par exemple, il y avait des systèmes de rémunération qui, au bon, ou à la tâche, à la course, qui en fait, imposaient ou contraignaient les coursiers à dissimuler des situations de difficulté dans lesquelles ils pouvaient être auprès des dispatchers pour que les dispatchers continuent à leur affecter des courses et qu'ils ne voient pas leur salaire plonger. Et donc là, on avait vraiment des mécanismes et inversement, c'était pas aussi dans la mesure où on avait des dispatchers qui n'étaient pas en position d'aller se confier à des coursiers sur les stratégies qu'ils employaient pour affecter telle ou telle course à tel ou tel type de coursier. C'est-à-dire que les coursiers pouvaient aussi se centraliser. Et j'ai, du coup, dans l'exposé, François, et dans les différentes interventions qu'il peut y avoir, j'étais surpris d'entendre parler de la confiance uniquement du fait de faire confiance, mais pas du fait de gagner la confiance, et qui me semble être justement la figure de la confiance qui permet de reposer la question du sujet, dans l'idée qu'à un moment, un sujet est aussi une personne qui doit être peut-être en capacité dans un système de travail à pouvoir se confier sur ce qu'il est, sur ses doutes, sur ses difficultés, sur les dilemmes dans lesquels il se trouve, et de pouvoir les confier à l'ensemble des personnes avec lesquelles il travaille, qu'il s'agisse de ses subordonnés ou de sa hiérarchie. François, est-ce que tu veux reprendre? Alors, bien entendu, je ne vais pas répondre parce que c'est pas possible. Ceci, j'ai tout entendu et je ferai mon miel de tout. Je ferai mon miel de tout à son heure et à sa place. Je vous remercie de ces réactions. Je voudrais simplement, à cette occasion, avant de quelques mots, on ouvre ici un cycle, comme vous avez pu comprendre, qui va avoir plusieurs étapes. Je crois que tout ce qui se dit intéresse tous ceux qui prendront leur tour dans la succession des interventions, et je pense qu'on fera, d'une manière ou d'une autre,
un certain usage de ces commentaires, réactions, critiques, parce que c'est ce qu'on cherche dans l'échange et donc pas dans l'affirmation unilatérale. Je voudrais juste, par rapport à ce que vient de dire Laurent, à quoi je souscris totalement, dire que c'est ce que j'avais en tête, mais qui de fait, je n'ai pas développé, autour de la question de l'autorité. L'autorité, c'est construit justement sur une confiance qu'on gagne. C'est-à-dire qu'une autorité, la différence entre l'autorité et le pouvoir, c'est que le pouvoir, ça se prend, et l'autorité, ça s'obtient. Et donc, ça se gagne, et c'est notamment sur la base d'une confiance qu'on obtient des autres qu'une autorité peut s'exercer sur eux. C'est une réciprocité asymétrique, certes, mais c'est le fondement de l'autorité. Alors, c'est là-bas que je mettais ce dont tu parles, que de fait, je n'ai pas développé, et tu as parfaitement raison de l'évoquer, parce que du point de vue de la coopération verticale, dont parlera Christian abondamment prochainement, c'est une façon d'annoncer donc nos programmes, je pense qu'il y fera allusion. Je ne vais donc pas répondre à chacun, bien entendu, je voudrais juste, voilà, une réaction générale, très transversale, et provisoire. Moi, je répéterai ceci. Je pense qu'on ne peut pas travailler sans confiance. Voilà. Quelles que soient les réserves qu'on fera à la possibilité ou pas, si on travaille, quelque chose de l'ordre d'une confiance est en jeu. Car sinon, on ne peut pas. Ne serait-ce que parce que travailler, c'est faire l'expérience d'un risque, ne serait-ce que celui d'échouer. Il y a un minimum, je dirais, de confiance sans lequel on ne peut pas aventurer quoi que ce soit. Alors, ce que je veux dire, c'est que, c'était le sens d'une partie de mon propos, c'est que, pour me résumer là, la confiance est à la fois une ressource pour faire face au risque et un risque. Car bien entendu, ce qui s'aventure là est menacé d'être trahi de toutes les manières qu'on voudra, et que c'est ça l'enjeu justement du processus de subjectivation qui se joue dans le travail. Moi, je ne sors pas de là. Alors derrière ça, il y a l'idée que la relation de confiance est inévitablement asymétrique. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Hamid, qui est un programme en soi et sur lequel on discute souvent. Et à la fois, je suis d'accord pour dire que, bien entendu, de confondre ou de mettre sur le même plan, comme si c'était de fait sans évolution, le taylorisme et la théorie de l'agence ou d'autres formes, c'est pour le moins rapide, et que ça ne vaut de mon point de vue que par rapport à la dimension d'une méfiance qui se survit là. La qualité de sujet qui se jouerait dans la dimension moderne, je pense qu'elle est interrogée parce que c'est un sujet qui est constamment, justement, à la fois reconnu et dénoncé en même temps. Ce qui fait qu'on est dans une, comment dirais-je, de mon point de vue, dans un perfectionnement d'un rapport de domination que dans quelque chose de l'ordre d'un sujet qui serait en capacité d'émancipation. Ce qui est au cœur, me semble-t-il, de notre affaire. C'est de fait un couple que je n'ai pas énoncé là. Je pense que Christophe y viendra plus carrément, puisque c'est son thème clairement. Mais derrière ça, et c'est au cœur du projet politique, qui est d'ailleurs celui de la Thélis, la question est bien celle de l'émancipation. Et donc, l'enjeu de la confiance, c'est que c'est à la fois un principe d'émancipation et un risque d'asservissement quand justement il se trouve trahi. Je voudrais juste ajouter un point final à mon propos, et puis d'autres viendront, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure. Oui, il s'agit bien, je réponds à un homme, la question, revenir sur le travail, bien entendu, et je suis d'accord. Simplement, je voudrais ajouter ceci, c'est que revenir sur le travail, c'est de moins en moins, peut-être, seulement revenir dans l'entreprise. Et que si on prenait la métaphore de territoire du travail, c'est de moins en moins le seul territoire de l'entreprise. Et qu'on a là des problèmes de méthode qui fait qu'à la fois, il y a une tentation de sortir trop de l'entreprise et de mettre la scène du travail en dehors de celle de l'entreprise, mais qu'inversement, on ne peut plus tenir le territoire du travail que dans l'entreprise. Et toutes les crises dont on vient de faire état le montrent. Et que là, on a un problème de cadrage. L'entreprise est de moins en moins une structure suffisante pour organiser la mise en débat de l'activité. Et ça nous pose une difficulté. Je pense qu'on est confronté à ça méthodologiquement.